Bonjour à tous, je suis Nicolas Romani, ingénieur études chez Bot Fondation. Dans le cadre de cette journée, je vais vous présenter des variantes d'entreprise pour puits de départ et d'arrivée de tunneliers. Donc, l'objet de la présentation, c'est de présenter ces variantes. Elles vont être définitives ou provisoires et elles vont être réalisées en phase d'appel d'offres ou en phase d'exécution. Donc, les objectifs des variantes, ils sont multiples. On va pouvoir en retenir 3. On va citer sécuriser le planning, faciliter les travaux et économiser des matériaux. Donc en fait, on va se rendre compte que quand on tire sur un des objectifs, on va amener les deux autres. Par exemple, économiser des matériaux, ça peut être supprimer des butons métalliques, des phases intermédiaires. On va faciliter les travaux. En facilitant les travaux, on va aller plus vite, on va sécuriser le planning. Donc la présentation, elle va utiliser deux ouvrages du Grand Paris Express qui sont l'OA8 de la ligne 18-1 et la gare d'Arcueil-Cachan de la ligne 15 Sud. Pour situer un petit peu, c'est des soutènements paramoulés de grande profondeur, de forte épaisseur, donc on a des profondeurs supérieures à 45 mètres et des épaisseurs d'1,20 m à 1,50 m. Donc le premier ouvrage, c'est l'OA8. Le maître d'ouvrage, c'est la Société du Grand Paris. Le maître d'œuvre, c'est un groupement ICAR, dont Arcadis. Le groupement d'entreprise, c'est un groupement Vinci SPI. Et la variante qu'on va voir, elle a été réalisée en phase d'appel d'offres. Donc c'est le BET de SPI Fondation qui a fait les études de faisabilité. Et en phase d'exécution, c'est le BET de Bot Fondation qui a réalisé les études. Donc l'OA8, c'est un ouvrage qui se trouve sur le chemin critique du tronçon, puisque ça va être le puits d'arrivée du TBM1 qui part de l'ouest, et c'est surtout le puits de départ du TBM2 qui va vers Orly à l'est. Donc, comme on peut le voir sur la maquette et les calculs qui ont été réalisés par la maîtrise d'œuvre, donc la conception elle a pas mal évolué. On est parti d'une boîte rectangulaire pour arriver à une forme de serrure avec une partie circulaire autostable aux parois moulées épaisseur 1,20 m et une partie rectangulaire en parois épaisseur 1,50 m et 6 lits de buton. Donc la variante du groupement constructeur, ça a été de poursuivre la conception du maître d'œuvre en remplaçant la partie rectangulaire par une partie circulaire afin d'avoir un ouvrage en forme de bilobe. Donc on le voit sur la maquette, on devine en trait de construction les parois moulées qui se rejoignent en un panneau de jonction en forme de Y, en gris foncé. Et on peut voir la structure génie civil intérieure avec les poutres butonnantes de parois de jonction à parois de jonction et le radier. On a caché les planchers pour voir les poutres butonnantes. L'idée d'un ouvrage en forme de bilobe, c'est d'exploiter au maximum le caractère autostable des parois circulaires. Elles nous permettent de ne pas poser de butons métalliques sur toute la hauteur de la fouille. Donc on a un gain de temps dans les terrassements, surtout ici pour lancer un tunnelier. Ensuite, on va avoir un gain d'espace, on a un grand tirant d'air pour l'approvisionnement du tunnelier. Et on a également un gain de quantité en acier et en fibre de verre dans les parois moulées, puisqu'on utilise la rigidité cylindrique des parois, qui les fait travailler principalement en compression plutôt qu'en flexion. Donc on peut le voir sur la vue en plan en bas à droite, c'est une superposition de l'ouvrage initialement prévu en forme de serrure et l'ouvrage projeté en forme de bilobe. Donc on respecte à peu près l'emprise, mais c'est important de noter que la variante elle a été possible parce qu'on se trouve dans un site qui n'est pas densément où il n'y a pas beaucoup d'existants autour. Donc on va faire un petit zoom sur les impacts de cette variante, notamment sur les études et sur la réalisation des travaux. Donc on a ici à l'image le plan de panotage de l'ouvrage avec les deux lobes en parois moulées qui se rejoignent au panneau de jonction en Y qui était provisoirement relié par un refend en parois moulées qui était fait toute hauteur et qui était démoli petit à petit à la remontée. Donc cette forme un peu particulière, elle a demandé des études assez poussées. On a fait un modèle élément fini 3D
afin d'appréhender vraiment le comportement global de l'ouvrage. Il a permis notamment d'analyser la perte de rigidité cylindrique qui est liée à toutes les ouvertures qu'on va faire à des phases successives de l'ouvrage, d'analyser la répartition des contraintes de compression dans les lobes, d'analyser l'ovalisation de l'ouvrage sous des chargements dissymétriques, mais aussi à cause des ouvertures, et aussi de déterminer les sollicitations internes dans les poutres en Y, en parois moulées, et dans les poutres génie civil butonnantes. Donc on a présenté quelques résultats du calcul élément fini, donc sous chargement dissymétrique, qui était en phase travaux parce qu'on avait le stockage des voussoirs d'un seul côté. Ça représente 5 tonnes par mètre carré et 0 de l'autre. Donc le premier calcul, c'est les déplacements, qui montrent un déplacement vers la fouille en rouge et un déplacement vers la terre en bleu. Donc on voit l'écrasement des lobes sur le côté qui n'est pas chargé. En bas, on a les contraintes orthoradiales de compression. Et en haut à droite, on a les moments fléchissants dans la poutre en parois moulées, la poutre en Y. Donc cet ouvrage, en quelques chiffres, c'est environ 20 000 tonnes de poussée horizontale qui arrivent sur les panneaux de jonction, ce qui provoque des moments à l'ELS d'environ 3 000 tonnes mètres dans la poutre, un effort tranchant de 2 000 tonnes et des efforts normaux dans les poutres génie civil assez conséquents qui vont de 2 500 tonnes à 5 000 tonnes pour la plus chargée, qui est la poutre S3. Donc, du point de vue de la réalisation de cet ouvrage, on va se concentrer sur le panneau de jonction qui a nécessité 4 coups de benne plus 2 merlons afin d'excaver les 838 mètres cubes de terrain. Ensuite, ce panneau il a été équipé de 2 cages rectangulaires d'1,50 m qui sont en fait les ailes du Y. Et en partie centrale, on a une cage qui est arrivée sur le chantier en 2 éléments pour des questions de transport, mais aussi ça nous permettait de faire les recouvrements d'armature longitudinale à des altimétries différentes. Ces 2 éléments, ils ont été liaisonnés entre eux sur chantier par des barres qu'on voit en rouge pointillé sur la dernière image. Donc, quelques photos pour illustrer ce chantier. Donc, on voit à gauche le levage de cette poutre centrale donc, qui est liaisonnée. Les 2 éléments ensemble, plus les manchons, plus les liaisonnements, on arrive à une cage assez extraordinaire de 57 tonnes qui est mise en place dans le forage à droite, à côté des 2 cages qui font les ailes du Y. Ensuite, on a une vue aérienne de l'ouvrage en cours de terrassement. Donc là, les parois moulées sont réalisées, la poutre de couronnement également. Et on a les 2 ateliers de terrassement qui travaillent en simultané, donc sans obstacle dans la fouille. Un petit détail sur le génie civil, donc c'est la poutre S3 qui est réalisée butonnant, donc de panneau de jonction à panneau de jonction. C'est celle qui reprend 5000 tonnes, donc c'est une poutre conséquente avec un ferraillage extrêmement dense. Et finalement, l'ouvrage il arrive dans sa phase de dessillation, c'est le montage du TBM2 dans un lobe. Avant d'être ripé dans le suivant, on voit le tympan d'amorce. Donc on voit depuis cette photo qui est prise depuis la grue à tour, donc que l'approvisionnement du tunnelier ne sera pas gêné par des butons métalliques. Donc ensuite, on va regarder la gare d'Arcueil-Cachan, qui est aussi un ouvrage du Grand Paris Express. Donc toujours maîtrise d'ouvrage Société du Grand Paris, maître d'œuvre CETEC et Ingérop, groupement d'entreprises qui est toujours Vinci et SPI. Et cette fois, les variantes, elles ont été faites en phase d'exécution. Donc la gare d'Arcueil-Cachan, c'est là aussi un ouvrage sur le chemin critique, encore à cause des tunneliers, puisque c'est un puits d'arrivée et un puits de départ. C'est aussi une gare
complexe de par sa géométrie, ses dimensions, profondeur également, et son environnement. On est en partie en sous-œuvre du pont du RER B, qui a été ripé au préalable. Donc l'idée, c'est de lancer le tunnelier le plus rapidement possible, donc de créer un puits qu'on va appeler le puits Est dans une première phase d'excavation. Donc pour terrasser seulement d'un côté de la gare, on va devoir faire une paroi séparatrice qui est en bleu sur la vue en plan. Donc cette paroi séparatrice, elle était prévue plane. Donc si elle est plane, elle nécessite d'être butonnée. Donc au vu de la profondeur de l'ouvrage qui fait environ 32 mètres de hauteur vue, on a 4 lits de béton assez conséquents, on est sur des diamètres de plus de 1000 mm à 1500. Donc jusqu'au lancement du tunnelier, cette paroi séparatrice, elle ne pose pas vraiment de problème, mais dès qu'on va venir terrasser de l'autre côté, on va avoir un déséquilibre des poussées qui viennent des parois longitudinales. Donc on a une première solution qui pourrait être de poser des butons d'angle en opposition. Mais ces butons d'angle, ils posent une problématique quand on va venir démolir la paroi séparatrice. Donc on peut aussi imaginer poser des butons de substitution, mais ça fait des mouvements sur le chantier et ça va être difficile de poser des butons en hauteur, surtout entre d'autres butons de diamètre important. Donc finalement, le groupement a opté pour varianter cette paroi plane en une paroi circulaire qui présente plusieurs avantages. Donc le premier, c'est de supprimer des butons provisoires. Ensuite, on n'aura pas de contraintes lors de sa démolition. Et la forme circulaire, elle permet de réduire les quantités d'acier, surtout pour un ouvrage provisoire qui est amené à être démoli. Donc sur cette photo, on voit le puits Est en cours de terrassement. On devine sur la gauche la paroi circulaire séparatrice. Et de l'autre côté, on peut voir que les travaux ils peuvent continuer depuis le TN. Donc là, on a quand même une paroi circulaire, une voûte qui est assez surbaissée. Donc la difficulté, c'était d'équilibrer les poussées en about de voûte qui sont reprises par le terrain. Donc là, c'est une photo depuis le tympan Est où on voit que les travaux sur la partie Ouest ont beaucoup avancé, mais on voit toujours la paroi séparatrice qui joue son rôle, même si elle a été démolie en partie. Pour finir, donc on passe à l'ouest avec le tympan. Donc on est sur un ouvrage qui est dans un environnement complexe avec le RER B qui est juste au-dessus. Donc c'est un ouvrage en béton armé, un pont cadre qui est fondé à l'extérieur de la fouille sur des pieux en verre et provisoirement sur des pieux à l'intérieur de la fouille. Donc cet ouvrage, il apporte des charges importantes, il demande des contraintes de déformer sur les parois moulées assez contraignantes, assez strictes, dont plus un sol en fiche de mauvaise qualité avec des argiles plastiques impose de réaliser des refends en parois moulées de paroi à paroi. Donc c'est ce qu'on voit en HUM. La problématique pour le tympan, c'est que les refends ils sont pas prévus de le butonner. Donc comment on justifie ce tympan? On arrive à des moments de flexion qui sont très importants. On a du mal à justifier les aciers et même la fibre de verre. Donc l'idée, c'est là encore de faire un tympan circulaire où on va présenter plusieurs avantages. Le premier, ça va être de s'éloigner des pieux RATP et de l'ouvrage en lui-même pour faciliter le forage. On va pouvoir supprimer un refend et on va également réduire les quantités de ferraillage et de fibre de verre en utilisant la compression dans l'anneau. Quelques photos. Sur la photo de gauche, on voit un panneau unitaire qui est équipé de saccage. Donc on devine la forme circulaire qui s'éloigne de la pile RATP. Et à droite, on est en sous-œuvre où les ateliers de parois moulées sont en train de réaliser les refends et on devine le tympan en fond de photo. Donc, en conclusion, on peut retenir que les variantes, elles ont toutes été réalisées en géométrie circulaire
et que cette géométrie, elle permet de sécuriser des plannings, donc principalement pour lancer des tunneliers dans les exemples, de réduire des quantités de matériaux provisoires, puisqu'on supprime des butons métalliques qui sont à poser et à déposer. On réduit aussi des quantités d'acier définitif, de par la rigidité cylindrique. Et on a facilité les travaux, donc moins de pose-dépose de butons et un espace aérien plus non embouteillé par des butons. Donc cette géométrie, elle peut être envisagée aussi sur d'autres projets de tailles différentes, comme du bâtiment, et ce, dès la phase de conception architecturale de l'ouvrage, notamment avec les enjeux environnementaux actuels. Il faut quand même nuancer un petit peu les variantes. Donc déjà, elles sont possibles quand il y a un travail collaboratif avec la maîtrise d'œuvre, puisqu'elle est directement impactée. Et donc là, c'est une présentation du point de vue du fondeur, mais il y a des impacts sur tout le reste de l'ouvrage. Donc son emprise, sa géométrie définitive, on vient élargir les surfaces de plancher. On vient impacter aussi les lots systèmes et plus généralement les études d'exécution ou les méthodes d'exécution. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions.